Le SMS Blücher, entré en service dans la Kaiserliche Marine à la fin des années 1900, trouve ses origines au tournant du 19e et du 20e siècle. Cette année-là, la deuxième loi sur la flotte fut modifiée pour ajouter 5 grands croiseurs à la flotte d'outre-mer et un autre aux réserves. Ces navires étaient des croiseurs cuirassés. Avec le rythme de construction prévu, la flotte en compterait 20 au total. Au début des années 1910 avançons jusqu'au milieu de la décennie, et les croiseurs C et D venaient tout juste d'être finalisés. Les croiseurs cuirassés de la classe Scharnhorst étaient plus rapides, mieux armés et protégés que les précédents, mais conçus avec un budget limité. Ainsi, entre autres choses, les canons principaux montés en casemate au centre du navire au lieu d'unités en tourelle. Ensuite viendrait le croiseur E, qui deviendrait finalement Blücher. Au printemps 1905, 2 options furent présentées au Kaiser, l'option A, simple amélioration des Scharnhorst, et l'option B. Une paire supplémentaire de canons de 150 mm était ajoutée à la batterie secondaire et un nouveau canon principal de 210 mm sans modifier le nombre ou la position de la batterie principale. L'option B était plus ambitieuse avec 12 canons de 210 mm en 6 tourelles doubles disposées en hexagone et 8 canons de 150 mm en casemate, identiques à ceux des Scharnhorst. Ces deux conceptions seraient renommées U1 et U2 avec une puissance moteur accrue pour les deux, ce qui permettrait à l'I1 de gagner un demi-nœud supplémentaire, tandis que le U2 maintiendrait la même vitesse que les Scharnhorst. Mais évidemment, elle porterait un armement plus lourd. Les deux navires auraient également un peu plus d'1 pouce de blindage supplémentaire sur la ceinture, pour une épaisseur totale de 180 mm, soit un peu plus de 7 pouces. Cependant, les coûts étaient radicalement différents. Il y avait un budget de 24 millions de marks, mais l'I1 devait coûter seulement 23 millions, alors que l'E2, avec la nécessité de construire 4 tourelles jumelées supplémentaires et tout leur équipement associé, était estimé à pas moins de 25,6 millions de marks. Constatant que l'E1 semblait insuffisant et l'E2 trop cher, l'E3 a aussi été esquissé rapidement. La paire de tourelles jumelées du Scharnhorst était conservée, avec en plus 6 canons de 210 mm en casemate, 3 de chaque côté, offrant une bordée totale de 7 canons avec les tourelles. Il possédait aussi une paire de canons de 150 mm en plus. Le blindage sur l'E3 était maintenu à 188 mm au maximum, mais il était aminci dans certaines autres zones, sauf directement au centre du navire, afin de compenser cette épaisseur maximale, tout en maintenant la vitesse. Initialement estimé à environ 24 millions, le budget de l'E3 a été approuvé après qu'un contrat de blindage moins cher ait été conclu, ce qui a fait passer le coût de 24 à 23 millions, avec 1 million de marques théoriquement disponibles et aucune urgence particulière à terminer la conception cette année-là, des modifications ou améliorations, selon la façon dont on veut les voir aujourd'hui, ont commencé à être apportées. Cela a mené à la conception U5, reprenant la forme hexagonale avec des tourelles simples au centre et doubles aux extrémités. Cela réduisait la bordée à 6 canons, mais devait théoriquement offrir des arcs de tir plus larges, et grâce aux canons principaux centraux désormais placés en tourelle plutôt qu'en casemate, cela leur donnait également une portée accrue. Il a aussi été noté que l'absence de sabord de casemate renforçait la solidité de la protection de la coque. Mais on a constaté que, dans l'ensemble, les contraintes de la conception subsistaient, même si la portée était améliorée grâce à une meilleure élévation. Les tourelles simples se gênaient en réalité les unes les autres, et ainsi les arcs de tir étaient limités par rapport à l'utilisation de simples casemates. Le E5 restait préféré pour la défense renforcée du navire due à la suppression des casemates. La cadence de tir accrue des canons en tourelle compensait largement la légère réduction des angles de tir avant et arrière. Fait intéressant à ce stade, la conception de ce qui allait devenir la classe Nassau présentait à peu près la même configuration avec un mélange de tourelles doubles et simples. Ils utilisaient des canons de 280 mm au lieu des 210 mm standards sur les croiseurs cuirassés allemands. Cette similitude a contribué à relancer un débat qui circulait dans les hautes sphères de la marine allemande grâce au Kaiser. À savoir, pourquoi ne pas créer un navire unifié où la vitesse d'un croiseur serait combinée à la puissance d'un cuirassé?
Ce type théorique avait été rejeté dans la majeure partie de la marine pour 3 raisons principales. Sacrifier le blindage pour l'armement et la vitesse rendrait le navire vulnérable en ligne de bataille. Si le navire possédait la vitesse, la puissance de feu et le blindage, alors il serait extrêmement coûteux et le budget ne pourrait pas le permettre. Et enfin, les lois sur la flotte spécifiaient que la flotte devait avoir un certain nombre de cuirassés et un certain nombre de croiseurs. Avec des coûts basés sur les prévisions pour chaque type, un type unifié exigerait que toute la loi soit réécrite et potentiellement revue à la baisse, surtout si les membres du Reichstag s'en rendaient bien compte. Si un navire peut remplir à volonté le rôle d'un croiseur ou d'un cuirassé, alors il est évident que vous n'en avez pas besoin de 2, un seul suffit. Lors de ces discussions, on envisagea d'améliorer la conception, notamment en remplaçant les canons de 150 mm ou 5,9 pouces par des canons de 170 mm ou 6,7 pouces. Cependant, la réponse fut que, vu le poids et la complexité impliquée, il vaudrait mieux simplement revoir la configuration à 12 canons E2 ou améliorer la configuration à 8 canons E5 en passant de 210 mm à 240 mm ou des canons de 9,4 pouces. C'est le même calibre que l'on trouvait sur certains des premiers petits pré-dreadnoughts allemands. Et si les gens insistaient pour mettre des croiseurs dans la ligne de bataille, même si ce n'était qu'en remplacement de cuirassés endommagés, la seconde option, le canon de 94 pouces, était jugée un peu meilleure car offrant plus de puissance contre des cibles blindées. Pour compliquer, une lettre du Kaiser est arrivée pendant qu'il s'amusait en Méditerranée sur des navires de la Regia Marina. La partie pertinente de la lettre se lit comme suit. Le commandant du cuirassé, Sardegna de la classe Rey Umberto, m'a dit avoir tracé les lignes de coque pour la classe Regia Elena et m'a assuré 22 nœuds car vous en feriez sûrement plus. J'ai demandé pourquoi l'Italie privilégiait la grande vitesse pour les cuirassés, alors que les croiseurs cuirassés semblaient plus adaptés. Il m'a répondu que, selon l'opinion dominante, l'Italie ne pouvait pas financer les 2 types de navires. La décision avait donc été de concevoir des cuirassés plutôt que des croiseurs cuirassés. Avec des coques permettant de haute vitesse, ils remplissaient facilement le rôle de croiseurs cuirassés. La déclaration du commandant de la Sardaigne m'a frappé d'autant plus qu'elle répétait presque littéralement ce que je soutiens depuis des années en faveur des cuirassés rapides contre les croiseurs cuirassés. La classe Regina Elena est le cuirassé rapide que je préfère voir développé à la place des classes Rune et C, qu'on disait irréalisables. Pour le projet de loi sur la flotte, il serait avantageux d'affirmer « Nous avons assez de croiseurs cuirassés. Le cuirassé reste notre arme principale. Nous les développerons en type rapide, les regrouperons en divisions légères et leur assignerons des fonctions de croiseurs efficaces. Un tel navire devrait peser environ 13 200 tonnes, être armé de 6 à 8 canons de 28 cm 45 calibres, transporter 2800 tonnes de charbon développé, 20 à 22 000 chevaux mesurés, 132 mètres, avoir une ceinture blindée de 250 mm, un blindage de 250 à 220 mm sur les tourelles de 28 cm et 280 mm sur les plus grandes. Ces chiffres doivent être considérés comme des indications générales, formulées uniquement dans l'optique que le cuirassé rapide, conçu comme un croiseur cuirassé, doit en réalité être absolument apte à prendre place dans la ligne de bataille. Ce que ni la classe Friedrich Kahl ni la classe C ne peuvent faire, cela a paniqué le haut commandement de la marine, car aucun projet du croiseur E n'atteignait ce niveau de capacité. Plus important encore. Un plan préliminaire montrait que le navire proposé par le Kaiser risquait de chavirer au moindre vent ou courant transversal. La seule concession du Kaiser pour le cuirassé rapide fut de dire à la marine que, s'ils n'aimaient pas son idée, ils devaient en concevoir un eux-mêmes. Cela ferait évidemment grimper les coûts. Le plan prévoyait de scinder la proposition de nouveaux navires en 2 points lors de sa présentation au Reichstag. Le premier amendement augmenterait le nombre de croiseurs de la flotte. Une fois adopté, les coûts réels de ces navires seraient indiqués. Ce n'est qu'au moment de voter le budget qu'ils devaient remplir ce qui était désormais une obligation juridiquement contraignante. Comme si les concepteurs n'avaient pas assez de travail, une autre version du croiseur a aussi été créée.
Le U6 était un modèle à 8 canons, mélange de tourelles doubles et simples E3-E5, avec des canons de 170 mm à la place des 150 mm et une coque un peu plus grande. Celui-ci et le E-Sept, qui étaient de la même taille que les conceptions précédentes, semblaient surtout être des projets sacrificiels, permettant à la marine de faire des concessions tout en obtenant peut-être ce qu'elle voulait réellement, puisqu'il le savait. Les canons de 170 mm et 210 mm similaires en taille et cadence suscitaient des inquiétudes sur la difficulté à différencier les gerbes d'eau de leurs obus. À distance, Tirpitz a discrètement demandé si le U5 pouvait peut-être être développé en une autre conception intermédiaire, le E8. En transformant les deux tourelles simples avant et centrales en tourelles doubles, cela s'est avéré être une idée particulièrement mauvaise, car pour équilibrer le navire avec tout ce nouveau poids à l'avant, la tourelle double arrière a dû être déplacée encore plus loin vers l'arrière, ce qui a agrandi la citadelle et donc le déplacement global du navire. L'espace manquait pour que les tourelles doubles latérales fonctionnent sur la coque de l'E5 sans sacrifier une cheminée. Le E5 redevint donc le choix de la marine qui ordonna la poursuite de son développement. Les dimensions des écluses du canal de Kiel limitant désormais la conception, il a été suggéré de revoir les plans si l'on voulait garder 23,5 nœuds et emprunter le canal. Le déplacement total devait probablement atteindre une limite d'environ 13 300 tonnes plus ou moins. La sévérité de cette limite apparaît dans les débats sur des détails mineurs du navire, comme l'équilibrage des tourelles avec le nouveau canon de 210 mètres imposant d'ajouter du poids à l'arrière de la tourelle. Les boucliers des canons de casemate de 150 mètres ont été réduits à 20 mètres, mais cela signifiait alors que les canons secondaires n'étaient pas suffisamment protégés. Pour financer une paire supplémentaire de projecteurs, l'élévation des canons secondaires devait être réduite. Et pour ce qui est de l'ensemble du navire, on s'inquiétait aussi de la position trop basse de la ceinture blindée lorsque le navire était entièrement chargé de charbon. Sur les courtes distances de la mer du Nord, le croiseur risquait de croiser des ennemis avant d'avoir assez consommé de charbon pour remonter la ceinture blindée à une hauteur utile. Il fallait donc supposer une soute à charbon plus lourdement chargée pour déterminer la position de la ceinture blindée. Ces préoccupations, ainsi que d'autres concernant l'épaisseur de la tour de commandement AF, la nature insuffisante du blindage de la barbette de la tourelle, et peut-être l'idée de prolonger l'arrière de la tourelle pour qu'il surplombe davantage vers l'arrière, au lieu de simplement ajouter plus de poids mort. Une proposition amusante suggérait de résoudre l'équilibrage de la tourelle en stockant des munitions à l'arrière comme contrepoids. Durant les semaines suivantes, chaque département avait des priorités très différentes. Et puis, au milieu de tout cela, la nouvelle est tombée que la Grande-Bretagne s'apprêtait à augmenter la construction de ses navires de guerre ainsi que la taille de chaque grand navire de guerre. Non seulement cela signifiait que l'Allemagne devrait construire plus de navires et des navires plus grands si elle voulait rester pertinente, mais cela voulait aussi dire qu'il faudrait encore plus d'argent pour élargir le canal de Kiel afin d'accueillir cette nouvelle flotte de navires plus imposants. En septembre, la politique de conception avait complètement changé. Le canal de Kiel devrait être élargi à la taille nécessaire, quelle qu'elle soit. Les navires devaient être construits selon les spécifications militaires et techniques requises, sans trop se soucier du coût ou des dimensions précises. Cette déclaration a conduit à 3 nouvelles conceptions, E9, E10 et E11. Toutes comprenaient une proue, un blindage à la place d'un éperon de proue, ainsi qu'un kiosque arrière plus épais. Les tourelles équilibrées augmentaient souvent la couverture du blindage, des tubes lance-torpilles rotatifs et les installations pour le navire amiral. Toutes auraient la configuration E2 12 canons de 210 mm et 6 tourelles doubles en hexagone, avec certaines des différences entre I9Dix et 11 comme suit. E9 et 10 avaient une coque allongée, gardant la même vitesse et centrale électrique, tandis que E11 gardait la même coque mais un déplacement accru. Et il compensait le fait de s'asseoir plus bas dans l'eau en ayant 2000 chevaux de plus à la place. E9 et 10 auraient à peu près la même disposition de blindage externe que E5, mais une meilleure protection interne, notamment en ce qui concerne l'épaisseur des cloisons. E9 et E11 avaient les mêmes tourelles principales que E5, tandis que E10 rapprochait les tourelles latérales. En passant à 6 canons de 150 mais E11 profitait d'une meilleure subdivision interne et de cloisons blindées pour une protection accrue contre torpilles et mines.
Cela signifiait évidemment une hausse progressive des coûts. Les coûts étaient estimés à 22,25 millions de marks pour E10, 22,5 pour E9 et 26,25 pour E11. À la fin du mois de septembre 1905, il a été décidé que le E11 servirait de base pour le croiseur E, qui deviendrait par la suite le croiseur F, lequel deviendrait bien plus tard. Von der Tann allait passer à une douzaine de canons de 280 mm ou 11 pouces à la place, avec le budget final pour le croiseur E fixé à 275 millions de marks. Le 11 devint rapidement le 15 après quelques révisions mineures et l'adoption de moteurs à triple expansion verticale au lieu de turbines. Tirpitz a aussi demandé des options avec le canon de 240 mm ou 9,4 pouces, surtout pour vérifier la faisabilité. Cela a entraîné le développement parallèle des E17, 18 et 19. E17 possédait 6 canons de 240 mm, 2 tourelles doubles, avant et arrière, 4 au centre, 2 tourelles simples latérales et 12 casemates de 150 mm. E18 a retiré 2 canons de 150 mm, mais remplacé les tourelles simples latérales par des doubles, portant la batterie principale à 8 canons bordés de 6. E19 a aussi adopté 8 canons principaux. Ils ont séparé les tourelles latérales en 2 simples au lieu d'une double, réduisant la batterie de 150 mm à 8 canons. Seul E17 a respecté le budget révisé, donc ses idées ont été abandonnées. Mais il fut bientôt temps de proposer encore plus de variantes. E20, 20 et 1, 22 et 23. E20 reprenait le Dix-8 avec 2 canons en plus, totalisant 150 mm. Le E21 plaçait 8 canons de 150 mm de l'E20 en tourelle double plutôt qu'en casemate. Les E22 et E23 reprenèrent la base de l'E19, le E23, adoptant aussi des tourelles doubles comme le E20. Cependant, pour tout l'armement de 150 mm, le temps et le coût de développement des tourelles doubles de 240 mètres et 150 mm étaient jugés prohibitifs, et en parallèle, le 15 avait été intégré à l'E16B. Ce modèle introduisait un canon de 150 mm, allongeait la ceinture de 180 mm, supprimait la batterie de 37 mm et réduisait un peu le blindage de proue pour installer celui de poupe. Le navire a été élargi pour plus de stabilité et allongé pour maintenir le rapport longueur-largeur. Sa vitesse finale prévue était de 24 nœuds. Il y eut une proposition de dernière minute visant à revoir la décision concernant le système de propulsion et à passer des moteurs à triple expansion verticaux aux turbines, mais cela fut rejeté. Comme il aurait fallu environ 3 mois pour revoir tous les plans afin de le doter d'une propulsion à turbine, et que le temps était, à ce stade, un facteur essentiel. Le déplacement a été révisé à 15 500 tonnes. Le nombre de cheminées a été réduit, mais leur taille a augmenté, avec désormais seulement 2 grandes cheminées prévues. Une légère augmentation de la largeur pour la stabilité et 200 tonnes de plus ont marqué la fin de la révision. Le 21 juin 1906, le Kaiser a ordonné la construction du croiseur E. Mais alors même que l'ancre séchait, la marine allemande ressentait déjà une certaine consternation, car quelques semaines plus tôt, à la fin du mois de mai, la nouvelle était arrivée concernant la classe Invincible britannique. Jusqu'alors, on pensait qu'elle serait armée d'une batterie uniforme de canons de 9,2 pouces, mais en réalité, elle serait équipée d'une 12 pouces. Mais il était déjà bien trop tard pour modifier le croiseur E afin d'y faire face réalistement. Il a été brièvement envisagé d'adopter l'un des modèles de 9,4 pouces, mais on s'est rendu compte que ce modèle n'était pas aussi abouti que celui qu'ils avaient déjà. Et renforcer le blindage d'un tel navire pour qu'il puisse résister à des tirs de canon de 12 pouces entraînerait tellement de modifications de conception que cela reviendrait de toute façon à repartir de zéro dans tout le travail de conception. Le Kiel-Blücher serait mis sur cale. Les Allemands savaient qu'elle serait dépassée dès sa mise en service, mais pensaient qu'elle resterait utile contre tout, sauf les nouveaux croiseurs cuirassés Dreadnought. Le travail de conception principal s'est donc limité à des révisions. Croiseur F, à la lumière des nouvelles révélations. Cela a permis à von der Tann de passer d'un navire presque invincible, très armé mais peu protégé, à un modèle avec plus de blindage. Blücher entrerait en service à la fin de la décennie et deviendrait tristement célèbre à la bataille du Doggerbank. Tirant férocement jusqu'au dernier moment, à peine plus de 5 ans après avoir hissé son pavillon pour la première fois,